Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet des émotions avec toi. Et moi, je voudrais partager quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire que, en fait, moi, si les émotions m'intéressent, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais assez hypersensible, émotif même. On l'écrivait souvent sur mon relevé de notes, enfant hyper émotif, hypersensible, etc. Et moi, j'ai appris à gérer ces émotions un peu sur le terrain, mais sans les étudier scientifiquement comme toi. Donc, j'ai essayé de les réguler à travers le corps, à travers les pensées, en faisant des exercices de relaxation, tu vois. Et donc c'est le sujet qui m'a intéressé dès le plus jeune âge parce qu'il m'a impacté un peu négativement, il m'a un peu bloqué dans ma vie de départ. Et je me demandais si toi, c'était aussi peut-être un peu l'origine de tes recherches, cette volonté de vouloir faire rentrer les émotions dans des cases, tel un scientifique qui trie les données, qui les mette voilà, au bon endroit pour pouvoir les contrôler. D'où vient tout chez toi ce besoin d'aller étudier les émotions? Tu veux une réponse, une vraie réponse. Ah oui. Alors oui, moi ça a été vraiment, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi l'émotion, en fait ça m'envahissait. Et aussi le côté hypersensible, c'est parfois on attrape les émotions des autres et on n'arrive pas à faire la différence, donc on les prend pour siennes en plus. Donc oui, ça a été pour moi très compliqué. L'adolescence c'était pour moi vraiment... j'aimerais pas m'avoir comme ado. Donc ça vraiment, ça a été très très compliqué. Et du coup, moi la porte que j'ai trouvée, c'était vraiment l'émotion. Mais en fait, l'objectif, c'était pas de mettre les émotions dans les cases. Parce qu'en fait, moi, les émotions, je les comprenais pas. Donc en fait, je comprenais pas ce qu'ils devaient me dire. Donc il y avait vraiment ce côté-là, il y a colère, mais de quoi ça me parle? Parce que moi, je pouvais avoir des colères et je sais, j'ai encore une personne auquel je pense, j'ai vraiment explosé de colère et je l'ai terriblement blessée. Et du coup, voilà, c'est pas une colère qui est de 1, qui monte à 2, à 3, qui peut s'exprimer à 4. C'était sur une échelle de 10, sur une échelle de 7, on était à 10, tu vois. Et donc, c'est ces moments-là où, pareil, de peur, ça pouvait vraiment... tu vois, ça a été vraiment, vraiment violent. Et donc, en fait, moi, d'abord, j'ai comme toi, ok, c'est quoi les premières régulations? Mais ensuite, c'était vraiment, c'est quoi le message? Si elles sont venues là, elles sont venues pour me raconter un truc. Et moi, c'est là où j'ai commencé la recherche à la fois scientifique et pratique, parce qu'il faut que je le remouline par l'expérientiel pour que ça connecte. Mais tu vois, la colère, c'était de quoi elle me parle. Ma mère, elle me disait, à des moments, elle dit, bon d'accord, aujourd'hui on a compris, c'est ta journée fin du monde, donc on va attendre demain, ça ira mieux. Tu vois, en termes d'exemplarité, de gestion émotionnelle, moi, je pense qu'elle a fait comme elle pouvait, mais moi, ça ne m'aidait pas. Tu as aujourd'hui une journée de douleur du monde. C'est compliqué à comprendre. C'est quoi un déclencheur de douleur du monde? Donc du coup, je suis vraiment allée à essayer de comprendre chaque émotion. Ok, la colère, elle me parle de quoi? Elle me parle d'une offense de limite. Du coup, déjà, comprendre ça d'un point de vue scientifique, moi, ça m'a aidé. Mais du coup, il me manquait encore une case. Parce que c'est quoi pour moi une offense de limite? Et est-ce que toutes les offenses de limite ont le même poids? Et du coup, en fait, à un moment, et c'est là où j'ai commencé vraiment à ranger et à reconstruire l'émotion de manière fonctionnelle chez moi et ensuite chez les autres personnes. Alors, par exemple, je sais pas, je travaille, je suis en coaching et mon enfant passe et il est supposé ne pas passer, ça mérite quoi comme intensité de colère? Tu vois, ces questions-là, je ne me suis pas posée. Et du coup, je me suis vraiment posé, un collègue qui m'aura un dossier en retard, ça mérite quelle intensité? Quand ça arrive la première, la deuxième. Et puis, une fois j'ai compris que ça touche une valeur à telle intensité, qu'est-ce que j'en ai comme conséquence en plan d'action? Moi, je pouvais, quand il y avait des personnes qui travaillaient avec moi, ils touchaient 1 ou 2 points, mais je pouvais couper la relation. Alors, du coup, ce n'est pas non plus la seule option. Mais il faut en même temps avoir des critères. Quand est-ce qu'on coupe la relation? Et là, c'est par exemple quand tu t'intéresses à mépris dégoût. Quand c'est ça, des gens viennent te chercher là-dedans à des intensités 5, 6, 7, là, la relation, elle est toxique.
Donc là, oui, des gouttes dit à 5, 6, 7, quand c'est en relationnel, c'est banco, la bonne réponse, c'est éloigner de la relation. Mais du coup, tu vois, je ne comprenais pas ce système. Les émotions, on me disait, parce que Damasio l'a écrit, c'est des informations. Mais oui, c'est des informations. Mais personne m'a éduqué à quelle information c'est. Et du coup, ce qui m'a aidé pour apprivoiser mon hypersensibilité, tu vois, c'était un peu comme toi, c'était plutôt un truc gênant pour tout le monde. Alors que moi, aujourd'hui, j'essaye de dire, c'est plutôt un super pouvoir de dingue. Pas pour manipuler les autres, mais pour comprendre et lire les autres. On a un don extraordinaire. Mais si on n'arrive pas à faire sens des émotions, ben en fait, on en voit partout, mais on ne sait pas dans quelle direction les traiter, dans quelle signification les comprendre. Et donc, c'est ça vraiment qui m'a aidée, j'ai envie de dire, de sortir quelque chose de positif de mon hypersensibilité, c'est ce côté-là. Et du coup, j'ai commencé avec les grandes émotions, ensuite sur 16 émotions, 20 émotions, et on peut en rajouter. Mais du coup, je suis partie vraiment à les cartographier pour, dès qu'elles apparaissent, comprendre le sens qu'elles m'envoient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est une lecture très très rapide et j'arrive tout de suite à, voilà le message, le plan d'action. Mais du coup, ma porte de sortie, c'était, et du coup la science, c'était le détour, c'est de comprendre individuellement chacune des émotions pour pouvoir ensuite les apprivoiser. Est-ce qu'il faut justement toutes les comprendre dans leur intensité, les mesurer, pour pouvoir les intégrer et gérer celles des autres et les siennes et la relation Est-ce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça naturellement, de manière intuitive. Est-ce qu'il faut passer par l'étude, passer par le cortex préfrontal et analyser ça pour pouvoir les gérer correctement? Est-ce qu'il n'y a pas une manière intuitive? Alors évidemment, il y a des manières intuitives. Et moi, parfois, je coach aussi des experts qui ont vraiment des très bons profils. Par contre, quand c'est intuitif, tu ne peux pas forcément consciemment le reproduire. Ou consciemment le reproduire chez quelqu'un d'autre. Tu es dans l'intuitif. Et souvent, avec ces personnes, on rend conscient l'intuitif. Et du coup, c'est poser consciemment les choses. Et là, c'est ça quand sert même... à quoi de les poser consciemment? C'est que du coup, à un moment, tu peux les choisir. Et à un moment, tu peux aussi éduquer ton environnement. Parce que c'est ça aussi qui est chouette. Moi, j'ai eu une petite crise intense à gérer jeudi dernier. Et voilà, je sentais que mon anxiété montait. Et j'étais en voiture. Et là, je sais tout de suite, en voiture, intensité, peur, c'est pas une bonne équation. Donc, je sais tout de suite que moi, voilà, l'évaluation cognitive, c'est un truc qui marche. Par contre, là, j'arrivais pas à le faire toute seule. Donc, du coup, j'ai appelé une amie. Je lui ai dit, écoute, je suis en intensité de peur, anxiété là, qui se mélange très très fort. Je suis en voiture. J'ai besoin d'une réévaluation cognitive de ma situation. Voilà les éléments. Elle me répond, j'ai compris. Attends, réévaluation que je te propose. Ah, ça marche. Donc, je suis aussi d'une clarté extraordinaire quand je demande du soutien. Et ça, c'est très aidant aussi parce que tu sais tout de suite, voilà mon besoin. Parfois, on n'arrive pas à y répondre toute seule. Bah, du coup, tu peux appeler ton entourage qui est un peu sensibilisé à ça. Et dans les équipes au travail, c'est extraordinaire. Parce que du coup, tout d'un coup, ils commencent à parler comme ça. Ils disent, c'est quoi ton déclencheur là? Je vois bien que tu es inquiet. C'est quoi ton déclencheur? Ah oui, c'est ça. Et ton besoin? Là, ok. Et comment je peux t'aider pour nourrir le besoin? Et en fait, on a tout d'un coup une facilité de langage qui parfois nous fait déjà gagner du temps dans la régulation. Et ça évite les surincidents. Parce que parfois, on peut partir d'un besoin qui n'est peut-être pas celui que la personne vraiment a besoin. Donc, du coup, ce côté intuitif, vraiment chouette, nous, on fait juste le conscientiser davantage pour pouvoir l'utiliser consciemment quand c'est nécessaire, voire du coup aussi être promoteur de l'intelligence émotionnelle. Parce que j'ai quand même ce côté de transformer un peu la société avec les bonnes pratiques de l'intelligence émotionnelle. Et du coup, conscientiser. Ça passe tout d'un coup comme un langage dans les familles, comme un langage dans les équipes, entre un manager et un collaborateur, entre collaborateurs. Et du coup, vu qu'on parle un même langage, ça facilite beaucoup l'interaction et la communication. D'accord, mais si on n'est pas un spécialiste de l'intelligence émotionnelle, et qu'on ne décortique pas à ce point,
qu'est-ce qui peut être pratique pour quelqu'un lambda pour bien comprendre ses émotions, les émotions de l'autre et éventuellement quelques déclencheurs, mais comment on peut avoir une approche un peu simplifiée parce que toi tu es une spécialiste donc tu peux sortir les outils, les utiliser à bon escient au bon moment, mais quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas étudié comme toi, comment il peut faire pour s'en sortir? Le non-spécialiste, comment il peut s'en sortir? Pour moi, c'est déjà prendre les réflexes de se poser quelques questions. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, ils voient les yeux qui sourient. En même temps, avec les masques aujourd'hui, c'est parfois compliqué. Mais on voit les yeux qui sourient et c'est tout de suite, c'est la joie. Et donc attention, moi je crois en tant que non-spécialiste, on peut tout de suite aussi se poser la question, est-ce la joie ou est-ce peut-être une autre émotion plaisante? Et ça, c'est un réflexe intéressant à prendre. C'est ma première intuition, c'est ça. Et je fais une petite boucle de vérification. Est-ce que c'est ça ou ça donne hypothèse à d'autres émotions? Donc ça, c'est vraiment un beau réflexe à prendre, que ce soit pour du plaisant ou du déplaisant. Et après, il y a un deuxième réflexe, c'est en quoi l'état émotionnel peut être utile. Je ressens de la colère, en quoi c'est utile? C'est quoi le message? Ça m'aiderait à faire quoi? J'ai un collègue qui est en colère, c'est peut-être pas agréable pour moi à vivre, mais attends, je vais lui poser 2 questions. Ta colère, elle parle de quoi? C'est quoi le message qu'elle t'envoie? On va creuser, ok. Et puis, en quoi elle pourrait être utile? J'ai vécu une injustice, c'est peut-être l'énergie pour rétablir, pour être dans l'affirmation. Super. Et là, la personne, elle part déjà avec quelques grilles. Donc pour moi, ça, c'est vraiment des questions clés. C'est, voilà, est-ce que je suis sur la bonne émotion ou est-ce que peut-être il y a une autre? Donc sensibiliser à ce fait d'ouvrir les chakras, qu'on n'a pas juste une émotion, mais plusieurs. Il y a aussi les croyances sur les émotions qui ne sont pas nécessairement négatives, mais plutôt utiles dans tous les cas. Ça, entièrement. Il y a une croyance autour de ces émotions. À une époque, les émotions, c'était pas bien de les exprimer, c'était pas bien de les avoir, il fallait les cacher. Aujourd'hui, on a un peu évolué par rapport à ça. Mais... Heureusement. Après, il y en a qu'on ne considère pas trop chic à ressentir. Le dégoût relationnel, par exemple. Bon. Mais tout à fait, il y a ce changement de croyance qui est d'ailleurs, je crois, la première étape. Parce que si tu ne crois pas dans l'utilité de l'émotion, ça va être très compliqué de les accueillir et aussi d'en faire sens. Ça, surtout aussi pour les déplaisantes. Et en même temps aussi parfois se poser la question, est-ce que les plaisantes ne peuvent pas avoir des risques? Parce que peu de personnes se méfient par exemple d'une joie, alors que quand je leur donne l'exemple extase au volant, tout le monde me dit c'est pas une bonne équation. Donc on a quand même implicitement cette idée que même les plaisantes peuvent être risquées parfois. Donc vraiment ce côté, oui, utilité, et en même temps de se dire, tiens, je vois souvent les déplaisantes avec des risques, mais ces risques existent aussi bien sur les plaisantes. Quelque chose qui est important quand même, c'est qu'on se densifie émotionnellement. On est dans une société, surtout maintenant depuis 1 mois, où on se confronte de moins en moins à nos limites. Évidemment, on se confronte à nos limites parce qu'on est confiné ou des choses comme ça. Mais je crois qu'on a besoin de se densifier émotionnellement parce que, alors, j'ai un dirigeant que j'ai coaché, à l'époque il avait déjà 70 ans, et il me disait, il dit, mais vos générations, dans nos générations, en entreprise, parfois on gérait 1 ou 2 grandes crises. Et la 3e, c'était vraiment pas de bol. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on est amené à gérer des crises et des situations aversives avec une fréquence beaucoup plus élevée. Et donc, je crois qu'on gagnerait tous quand même à se densifier du point de vue émotionnel. Peut-être pas tous devenir des experts, mais je crois qu'on a tous besoin à un moment d'apprivoiser nos peurs. Parce que le moment, quand on est dans une situation aversive et on part en panique, en terreur, avec panique, on ne va plus être fonctionnel. Donc du coup, on a quand même besoin, on l'a vu avec les attentats, s'il y a attentat de Nice et je suis là et je pars en panique, je peux même plus aider, je peux pas me mettre à l'abri. Donc je dis pas il faut se préparer à gérer émotionnellement si vous tombez dans un attentat. Mais en même temps, faut préparer émotionnellement quand vous vous retrouvez 3 mois confinés. C'est ce qu'on a vécu au mois de mars. Moi, j'étais confinée avec 3 enfants toute seule. Émotionnellement, il faut pouvoir l'assumer. Donc, je crois qu'on gagnerait tous dans notre société
bien que arriver à mon niveau d'expertise, c'est un sujet aussi, je forme des professionnels, donc j'ai besoin d'avoir un niveau d'expertise, et puis j'avais vraiment besoin de comprendre le truc. Mais du coup, je crois quand même qu'il nous faut tous un niveau d'intelligence émotionnelle de base pour pouvoir apprivoiser les émotions très intenses en situation de crise, pour rester opérationnel. Et puis, on a besoin d'avoir aussi une capacité à faire des émotions des alliés, parce que je crois que plus que jamais, on a besoin de nourrir le lien et d'avoir des relations sociales significatives, parce que dans les périodes difficiles, aversives, c'est quand même beaucoup plus aisé de les traverser quand on a du soutien que quand on doit les affronter seul. Donc du coup, je crois à l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire, on a une responsabilité sociétale qu'aujourd'hui, ces compétences se développent parce que l'environnement, bon, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je pense qu'il nous réserve quand même encore quelques situations aversives dans notre futur proche.